30 mars 2010. Bordeaux et Lyon s'affrontent dans un quart de finale de Ligue des Champions historique. L'un est champion de France en titre, l'autre vient à peine d'établir le record de 7 Ligue 1 d'affilée. Deux géants nationaux qui se croisent sur le devant de la plus grande scène européenne. Une double confrontation plutôt serrée, dont Lyon sortira vainqueur et obtiendra ainsi sa place en demi-finale de Ligue des Champions. Allez, il faut sortir. Ce que personne n'aurait pu prédire, c'est que 15 ans plus tard, l'un est passé très proche de la relégation administrative et l'autre est en 4ème division. Et ce ne sont pas des cas isolés. Sochaux, Saint-Etienne, Montpellier, Nîmes, des piliers de la première division, aujourd'hui disparus des radars. Jamais 10 ans n'auront paru aussi loin. Aujourd'hui, on va parler de deux clubs emblématiques de la Ligue 1, Bordeaux et Lyon, qui après avoir régné pendant plusieurs années sur la France, se sont effondrés jusqu'à quasiment disparaître. Et on va tout de suite commencer par le sujet le plus récent. Après 36 ans en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est passé très proche de la relégation administrative en Ligue 2. Pour beaucoup de supporters de foot, Lyon ça ressemble à ça. Et c'est normal, entre 2002 et 2008, l'OL domine la Ligue 1 avec une régularité jamais vue auparavant. Une génération dorée, portée par des joueurs iconiques comme Benzema, Abidal, Govou ou encore Juninho. Un statut de top club que les Gaunes garderont au fil des années. De 2008 à 2019, l'OL se place toujours dans le top 5 et très souvent dans le top 3 de la Ligue 1. Et tous les ans, l'équipe joue la Ligue des Champions et atteint très régulièrement les quarts de finale. Bref, un club installé en France, mais aussi en Europe. Et cette expérience européenne culmine lors d'une saison mémorable, 2020. Après une deuxième place convaincante en phase de groupe, l'OL retrouve la Juventus. Depuis quelques années, cette marche des 8e est devenue infranchissable pour Lyon. L'écart est juste trop grand. Mais au match aller, Lyon crée la surprise. On joue vite la touche avec Cornet, Aouar est passé, Aouar a fait la différence pour le ballon en retrait. Lucas Touzard délivre le parcours. Lucas Touzard 1, chez Nice 0. Et malgré les assauts des Italiens, Lyon s'impose 1-0 dans une ambiance de dingue. De Ligt en train de se faire soigner. Et 6 mois plus tard, dans une ambiance disons plus légère à cause du Covid, Memphis donne directement le La ton. concentration du Néerlandais. Oh, magnifique Memphis de part. Le frérot aime trop les caméras, mais bon apparemment ça marche. La Juventus se bat pour reprendre l'avantage, et malgré un doublé de Ronaldo, Avec Cristiano Ronaldo pour l'égalisation. Pour l'instant, très décevant de la part de la Juve. et grâce à la règle du but à l'extérieur, direction les quarts de finale. À ce moment, Lucas Touzard devient favori au Ballon d'Or. Non, c'est pas ça le script. L'histoire de Lyon en Ligue des Champions ne s'arrête pas là, parce que le prochain adversaire, c'est Manchester City. Depuis quelques années déjà, les Sky Blues affichent leur volonté de remporter la coupe aux grandes oreilles, et l'obsession de Guardiola n'a jamais été aussi grande. Mais comme dirait Rudy, Quand on joue City et qu'on a un max dans l'équipe, on sait qu'on mène 1-0, donc c'est assez facile pour un coach. et oui, quand on a Maxwell Cornet face à City, on mène déjà 1-0. Le retour de Garcia, c'est pas fini. Cornet. Maxwell Cornet. Ça pouvait être que lui. Mais City ne lâche pas et recolle au score. Danger, l'arrivée de Dembélé. Porté par le doublé de Dembélé, Vas-y Moussa Dembélé. Vas-y Moussa. et surtout l'énorme raté de Sterling, Vers Sterling. Oh, il la met au-dessus. Oh, le miracle. Lyon élimine l'une des meilleures formations d'Europe. Oussem Aouar, Moussa Dembélé. Vive les Lyonnais. En demi-finale de la Ligue des Champions. Et Guardiola, dont c'était l'obsession. C'est un fiasco pour Manchester City. C'est un rêve qui est en train de se réaliser pour Lyon. 10 ans après, l'OL est une nouvelle fois en demi-finale de Ligue des Champions. Et comme en 2010, c'est face au Bayern. Et comme en 2010, 3-0 pour le Bayern. Anax va très vite. L'ogre bavarois est trop fort, et l'OL ne peut tout simplement pas rivaliser. Bon, quand on voit le Bayern de cette année-là, on peut excuser Lyon pour le 3-0. Surtout qu'ils se sont bien battus. Dans les premières minutes, le match aurait clairement pu tourner à leur avantage. De paille. Oh, retour de Davis et Capi encore, ça doit être but. Bref, une campagne réussie pour les Gaunes. Mais bon, comme dirait Rudy, Si on avait rien que transformé la moitié de ces défaites en nul, voilà, on serait dans la course là où on veut être. voilà, la solution était pourtant simple. Bon, pourquoi j'ai passé autant de temps à vous parler de cette performance en Ligue des Champions? Après tout, on n'est pas là pour parler des réussites de Lyon. En fait, la Ligue des Champions, c'est la seule chose que Lyon a réussi cette saison. Parce qu'en Ligue 1, il commence à y avoir quelque chose qui pointe le bout de son nez. Lyon n'est plus aussi performant qu'avant, et pour la première fois n'est même pas dans le top 5. Alors oui, c'est un contexte un peu particulier, avec le championnat qui s'est arrêté 10 matchs avant la fin. Mais comme on va le voir, c'est la fin d'une ère, pour une équipe qui régnait autrefois sur la France. Hop hop hop, si t'es resté jusque là, c'est que la vidéo doit te plaire, c'est la première d'une série sur la chute des clubs emblématiques de France, donc si tu veux pas rater les prochaines, abonne-toi, non c'est en dessous, et nous, on reprend avec la chute de l'OL. Bon, généralement les descentes aux enfers ça commence rarement sur le terrain, ça commence plutôt avec des mauvaises décisions et des problèmes budgétaires. Et Lyon,
n'échappe pas à la règle. Il y a 4 facteurs qui viennent s'additionner pour faire mal au portefeuille lyonnais. Le premier point, c'est le plan sanitaire. On est en plein Covid, et en plus de la crise économique, les stades sont fermés, ce qui génère moins de recettes. Le deuxième point, c'est le fiasco de Mediapro et des droits télé, qui met un coup gigantesque à tous les clubs français. Ces 2 points-là, j'ai envie de vous dire que tout le monde doit faire avec, et que tous les clubs sont concernés, donc on est un peu à égalité. Mais le troisième point, c'est sur le plan sportif. Lyon a fini 7ème de Ligue 1, donc pas de Ligue des Champions, ce qui fait évidemment un trou énorme qui n'était pas prévu par la direction. Et le dernier point, c'est celui qui fait le plus mal. C'est le stade. Et oui, depuis 2016, l'Olympique Lyonnais est propriétaire du Parc OL. Un projet de 420 millions d'euros, financé par les fonds propres du club, mais aussi par un emprunt de 250 millions. Les avantages ? Garder tous les revenus sur chaque billet, mais aussi la possibilité de louer le stade pour d'autres événements. Un impact financier énorme sur le long terme, mais sur le court terme, c'est aussi beaucoup de contreparties. Pour équilibrer les comptes, le club doit ramener 42 000 personnes par match, pour environ 60 000 places disponibles. Un pari ambitieux, mais en 2016, les résultats de l'OL vont dans cette direction. Bref, un coup de génie sur le papier. Mais ça, c'est si les conditions restaient les mêmes qu'en 2016. Sauf qu'en 2020, les conditions elles ont un peu changé. Et c'est pour ça que les saisons suivantes de l'OL sont absolument charnières. Et en 2020-2021, l'OL reprend des couleurs. Premier pendant la grande majorité du championnat, le club file. Mais il y a un match qui va tout changer. Parc OL, Lyon affronte Lille pour la 34e journée de la Ligue 1. Un match à gros enjeux car il peut remettre Lyon dans la course au titre à seulement quelques matchs de la fin. Et ça commence bien car les Gaunes mènent 2-0 sur leur propre pelouse. De Maxence Cacré, le coup franc de Dubois, mésentente entre Mais sans pouvoir trop l'expliquer, il se passe quelque chose de fou ce soir-là. un coup franc pour les Lillois. Les Lyonnais lâchent totalement. Quatrième, mais les Dogs vont égaliser et Burak Yilmaz qui file, défier et remporter son duel. Un manque d'investissement, des erreurs bêtes et une défaite largement évitable qui sort Lyon de la course au titre. Une 4ème place en Ligue 1 et encore une fois le club est privé de Ligue des Champions. Et là je vais faire rapide, la saison 2021-2022 sera encore pire. Lyon finit 8ème, le plus mauvais résultat du club depuis 26 ans. Quand on a des dettes, un stade à rembourser et les résultats sportifs qui ne suivent pas, c'est souvent le début d'une spirale négative. L'OL est obligé de vendre ses cadres s'il veut suivre la cadence financière. En 2022, Malo Gusto et Paqueta sont poussés dehors. Un cercle vicieux, pas assez d'argent pour investir ou garder des bons joueurs, et pas assez de bons joueurs pour performer et générer des recettes. Et fin décembre 2022, l'inévitable commence à arriver. Olas doit vendre le club. Et là, c'est le vrai début des problèmes. Bon, l'histoire sur le rachat, vous l'avez déjà entendu, donc on va faire assez simple. Décembre 2022, John Textor, un Américain, rachète 70% de l'OL via Eagle Group. Il arrive avec la promesse d'injecter des capitaux et une vision de modèle multiclub. Textor est déjà propriétaire du RWDM Molenbeek en Belgique, de Botafogo au Brésil et a départ dans Crystal Palace en Angleterre. Sauf qu'à son arrivée, l'endettement de l'OL est terrible. 330 millions d'euros. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Cette saison 2022-2023, Lyon finit 7ème, encore bien loin des objectifs. Des contre-performances marquantes, par exemple contre Lorient, Placement en Bretagne, pas mal comment faire le ballon, la talonnade de Ouattara, sans cette fin d'après. Auxerre 6 minutes en seconde période d'égaliser, c'est fait. Auxerre en profite pour marquer le but. ou encore Clermont. Metz, Le club n'est plus aussi performant. Et en seulement 2 ans, l'OL a enregistré près de 150 millions de pertes et place le club dans une zone très dangereuse. Ce qui va pas du tout faire peur au cowboy Textor qui accélère à l'été 2023. Orban, Noama, Fofana, Matic. Des recrutements chers, risqués et surtout qui sont avérés perdants par la suite. En plus de ces mauvais choix sportifs, quelques magouilles font surface. Des emprunts croisés, des avances internes au sein du groupe Eagle, des flux qui circulent entre Botafogo, Molenbeek et l'OL sans que ce soit vraiment très clair, des sociétés liées à Textor qui facturent des prestations de conseil à plusieurs millions d'euros, mais pas que. Dans la série des manigances de John Textor, l'OL aurait payé le salaire de 54 joueurs, alors que l'effectif n'en comptait que 30. Aussi, l'OL aurait acheté 3 joueurs, Igor Jesus, Jair et Luis Enrique, contre la somme de 91 millions. Attendez, vous les connaissez pas ? C'est normal, ils ont jamais mis les pieds au club. En clair, l'OL sert de levier, voire même de garantie pour des montages profitant surtout à Botafogo et à Textor. Concrètement, ces parts dans l'OL, au RWDM Molenbeek et à Crystal Palace servent de garantie pour obtenir des prêts. Puis à chaque transfert d'un joueur, le prêteur prend sa part. En faisant passer les flux par le Brésil, Textor ne paye pas ses fameux intérêts. Malin, le cow-boy. Mais comme vous allez le voir, ces tours vont finir par être décelés. La saison 2023-2024 commence très mal. Lyon est déjà dernier après 4 journées. Et le virage nord va faire savoir son mécontentement. Vous portez le maillot de l'Olympique Lyonnais. Vous n'avez pas le droit de le salir. Bon, c'est un peu humiliant en vrai, et en plus cette remontrance elle marche pas trop, parce que Lyon reste dans la zone rouge pendant 16 journées. Mais heureusement, Lyon se redresse à partir de la mi-saison. L'équipe est combative et est capable de gagner des matchs très mal engagés, comme face à Brest, contrôle de Tolisso. ou face à Lille, où les Gaunes viennent arracher la victoire dans les derniers instants. Frappé par les Itchi, la tête tout seul. La récupération
récupération de balle des Lillois. La surface, Gévora, le double crochet, il semble être plus de donnerait appel Rabat, passe de réparation, le sort. Metz, attention, attaque. Ça part pour aller. Le centre de Matin, la tête de Manet. Lyon finit 6ème de Ligue 1, synonyme d'un retour en Europa League. Mais malheureusement, ses performances ne masquent pas les problèmes financiers. À l'été 2024, l'OL est toujours surendetté. 540 millions si on va être précis, et la DNCG demande des garanties. Comme d'hab, des sous sont réinjectés et disparaissent aussi vite qu'arrivés. Et après tout ce bordel, le 15 novembre 2024, la DNCG prononce la relégation administrative de l'OL en Ligue 2. Lyon a une dette supérieure à 500 millions, n'a aucune garantie financière et dépend excessivement des avances opaques du groupe Eagle. Bon, généralement ce genre de décision provisoire à la mi-saison, c'est surtout pour tirer la sonnette d'alarme, mais Textor, ça va pas l'inquiéter plus que ça. Et en parallèle de ces problèmes administratifs, les supporters lyonnais continuent de souffrir. Déjà, il y a l'élimination honteuse contre une N3 en Coupe de France. Lyonnaise, mais ça va revenir, la frappe à la Et en plus d'être une N3, Bourgoin-Jallieu c'est une ville de la grande banlieue de Lyon, encore plus humiliant. Attention. Égalité après 120 minutes, et le match se termine au pénal. Beau score, temps de temps. Sager, Eric, Nordès, Valentin Tolisso, 8e de finale. N3 c'est 5 divisions d'écart si jamais. Bien, Piaget. Sofiane Attic, et but, c'est fini. L'Olympique Lyonnais éliminé. Bourgoin-Jallieu en 8e de finale de la Coupe de France. Et comme si c'était pas assez, va aussi y avoir le quart de finale d'Europa League. À l'aller, les Gaunes tiennent d'abord tête aux Red Devils. Almada qui frappe, ce ballon plonge. Ballon de Bruno Fernandes, oh Lucas Ferry, la reprise et Yoro qui redonne à Fernandes, attention Zirkzee, aïe 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 aïe, la casette talonne, allez Cherki, Nico Tadze, Une très bonne performance, mais au match retour, ça semble mal engagé. Lyon est mené 2-0 à Old Trafford. Mais les Gaunes n'en restent pas là, et retournent le match. La remise encore. Fofana face à Dalot. Le centre de Fofana au deuxième poteau. Maitland Niles. Alexandre Lacazette s'accroche au rêve européen de l'Olympique Lyonnais. Et à la 88e arrive un tournant dans le match. Tolisso se prend un deuxième jaune et se fait expulser. L'OL entre en prolongation à 10 contre 11. Sur la pelouse d'Old Trafford, l'issue ne fait pas de doute. Mais encore une fois, les Gaunes vont faire quelque chose de grand. Cherki, à droite Lacazette. Il faut y aller au bout. Lance à l'OL, Lacazette. Score de 4-2 à 10 minutes de la fin. L'OL prend une sérieuse option sur la victoire. Mais seulement 2 minutes après ce but, Casemiro entre dans la surface et déclenche un penalty pour Manchester United. Et il peut mettre en échec Fernandes face à Perry. À ce moment, Lyon est encore qualifié, mais il reste encore 5 longues minutes dans le match, que Manchester compte bien exploiter. Casemiro, la déviation dans la surface de réparation. 4-4, et malheureusement, l'impensable se produit. 30 à jouer, Casemiro, centre deuxième. Qui enterre l'Olympique Lyonnais et qui enterre les rêves d'Europe de l'OL. Lyon avait l'exploit entre ses mains. Il aura fallu seulement 2 minutes pour tout gâcher. En Ligue 1, l'OL finit une fois de plus 6ème, et encore une fois c'est pas assez. En plus de ça, pendant que Lyon est en galère pour trouver des sous, Textor lui, il vit sa best life avec Botafogo. Et ça vient un peu confirmer la sensation que Textor s'en fout de l'OL, et qu'il s'en est juste servi pour financer le club brésilien. Et seulement quelques jours après ce carnaval, fin juin 2025, la DNCG confirme sa décision. L'OL est officiellement relégué en Ligue 2. Et avec toutes les dettes du club, la Ligue 2, c'est le dépôt de bilan assuré. Début juillet, on ne parle plus de sauver le club de la Ligue 2, mais de sauver le club tout court. Le club doit réunir 100 millions d'euros en un mois. Ça paraît impossible, pourtant la machine s'enclenche. Textor est démis de ses fonctions, et c'est Michel Kang, la présidente des Féminines, qui prend les commandes et présente un plan de financement. Et le 9 juillet, la DNCG annule sa décision en appel, et l'OL est finalement maintenu en Ligue 1 et peut disputer l'Europa League. Il aura fallu seulement 3 semaines pour que Michel Kang fasse plus que Textor en 2 ans et demi. Bon, c'est pas la fête non plus, l'OL est toujours dans la mouise et est surveillé mensuellement par la DNCG. Et ils sont obligés de laisser partir des joueurs clés. Cherki pour seulement 35 millions, Nico Tadze pour 31 millions et Alexandre Lacazette gratuitement pour alléger la masse salariale. Finalement, malgré que le club ait perdu beaucoup, c'est quand même plutôt rentré dans l'ordre pour l'OL. Les demi-finales de Ligue des Champions ça paraît loin, mais en ce début de saison de Ligue 1, le club s'en sort plutôt bien. Mais comme on va le voir dans la suite de la vidéo, c'est pas le cas pour tout le monde. Les Girondins de Bordeaux, aïe 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 aïe, on attaque un gros morceau là. On a parlé de la période dorée de Lyon de 2001 à 2008, et l'équipe qui était censée prendre la suite, c'était Bordeaux.
30 mai 2009, 38e journée, 0-0 entre Bordeaux et Caen. Sur un centre au premier poteau, Gouffran ouvre le score. Pas de célébration. Il le sait, la bataille n'est pas terminée. 45 minutes plus tard, l'arbitre siffle la fin du match. Et c'est terminé. L'explosion, le banc qui se vide, les bras levés. Bordeaux est champion de France. Mais quelle saison pour Bordeaux et champion de France. Quelques semaines plus tôt, le club soulevait déjà la Coupe de la Ligue. Après plusieurs années délicates, les Girondins retrouvent le sommet grâce à Laurent Blanc, avec des titres, mais aussi grâce à un football d'orfèvre. Avec Chalmé, avec Gourcuff. Oh, deux fois. Dans l'euphorie de la victoire, le groupe M6, propriétaire du club, revoit les salaires des joueurs à la hausse. L'objectif est de faire de Bordeaux un champion régulier. Mais malheureusement, le départ de Laurent Blanc brise le rythme. Le chef d'orchestre s'en va, la partition devient plus difficile à tenir. Et en 2009-2010, Bordeaux finit 6ème, bien loin de l'idée de conserver le titre de Ligue 1. Un trou à combler, et plutôt que de réinvestir dans le club, M6 a peur, et préfère vendre des joueurs clés comme Chamac ou Gourcuff, qui ne seront malheureusement jamais remplacés. L'effectif perd en qualité, et Bordeaux sort peu à peu du top du football français. C'est simple, du titre de champion de France jusqu'à aujourd'hui, le club ne rentrera plus jamais dans le top 5. Et tout s'accélère à partir de 2015-2016. Bordeaux finit 11ème. Une catastrophe, sportive et financière. Les entraîneurs s'enchaînent, les plans de jeu aussi. En 3 ans, le club frôle 3 fois la zone rouge. Et même si les saisons 2016-2017 et 2017-2018 viennent corriger le tir, un sentiment d'instabilité règne sur le club. La montée en puissance de pépites comme Malcolm, Gaëtan Laborde ou encore Jules Koundé aide à cacher la misère. Mais on le comprend, Bordeaux commence à vraiment perdre de sa splendeur. Ça vous aura pas échappé, à chaque mauvaise performance, je mentionne le côté financier. C'est simple, entre 2009 et 2018, le club perd en moyenne 7 à 15 millions par an, que M6 bouche à chaque fois. Un trou financier énorme. À la base, le groupe M6 avait repris le club pour se faire une place dans le milieu du foot et récupérer les droits de diffusion des matchs de l'équipe de France. En 2018, c'est chose faite, et M6 acte ce que tout le monde pressent. Bordeaux n'apporte plus grand chose au groupe, le club perd de l'argent tous les ans, et M6 n'est pas prêt à prendre plus de risques pour un club qui ne joue pas le top 5. Pourquoi on vend? C'est parce que c'est pas notre activité principale le football et qu'aujourd'hui il faut faire plus d'investissements pour aller attraper le top 4, voire le top 5. Et nous avons trouvé des Américains qui sont prêts à investir davantage dans le club. On n'avait plus les moyens d'aller à la compétition pour être dans le haut de tableau. Et le 27 juillet 2018, M6 annonce que le club des Girondins de Bordeaux est à vendre. Et encore une fois, c'est le début des problèmes. Très vite, deux partenaires américains se positionnent. GACP pour gérer le club et King Street qui fera l'apport financier. L'accord se trouve aux alentours des 100 millions d'euros. Une vente saine, c'est-à-dire sans dette, ce qui témoigne de la gestion plutôt carrée de M6. Le changement de propriétaire sera officialisé en novembre 2018. Et comme on va le voir, il s'agit du premier tournant dans la disparition des Girondins de Bordeaux. Et au-delà de la vente, l'été 2018 a été plutôt mouvementé à Bordeaux. La direction, donc M6 à ce moment-là, a décidé de vendre Gaëtan Laborde sans en informer l'entraîneur, Gustavo Poyet. Pour ceux qui le savent pas, c'est vraiment pas un truc qui se fait. Et normalement, les entraîneurs prennent part au recrutement et à la gestion de l'effectif. Normal, c'est eux qui pilotent l'équipe. Et en pleine interview d'avant-match, Gustavo Poyet lâche ça. Ce que le club il a fait aujourd'hui avec nous, avec Gaëtan Laborde, c'est un honte. On est arrivé à l'hôtel à 11h45 et personne dans le staff ne savait que Gaëtan n'y était pas. On l'appelait, il était à Montpellier. Il pète les plombs en interview et malheureusement, il sera limogé dans la semaine. En résumé, la saison commence avec des joueurs clés en moins, Malcolm et Laborde, l'entraîneur ayant relevé Bordeaux qui est viré, et le club qui va changer de proprio en décembre. C'est un bordel. Et ça se ressent sur le sportif. En 2018-2019, Bordeaux finit 14ème. Le pire résultat depuis 14 ans. 4 entraîneurs dans la saison, le témoin d'une profonde instabilité. Tout est allé très vite et dans le mauvais sens. Ah oui, et je l'ai pas dit. En plus des problèmes sportifs et financiers, il y a une fracture qui se crée de plus en plus entre le club et les supporters. Déjà, le changement de stade en 2015 a pas trop plu aux supporters, qui ne se sentaient plus chez eux à cause du manque de couleurs, mais ça à la limite c'est pas vraiment grave. Non, la fracture elle vient d'autre part. Depuis l'arrivée des Américains, un nouveau président a été nommé, Frédéric Longuepée. Et il a un management qui, disons, colle pas trop à l'identité du club. En effet, Frédéric Longuepée choisit de faire prendre un virage très business aux Girondins. Des employés historiques qui partent en dépression à cause de techniques managériales douteuses, des enregistrements qui leak où Longuepée dit qu'il veut mater les ultras et qu'il y a des petites magouilles dans le club, des notes de frais exorbitantes pour des hôtels alors que le club va mal, bref, de plus en plus Bordeaux perd son côté familial pour rentrer dans une quête de rentabilité. Maintenant, l'image des Girondins se monnaie, jusqu'à faire payer les clubs locaux pour la présence des équipes jeunes en tournoi ou pour la présence des jeunes sur la pelouse. L'ancrage local se perd et ça fait mal au club. Les supporters se retrouvent de moins en moins dans l'identité du club. Et dans le milieu du foot, perdre ses supporters, c'est souvent le début de la fin. Cette première saison ratée ne va pas faire peur à GACP, ils ont la politique inverse de M6. Eux, ils veulent concurrencer le PSG en Ligue 1 et monter une équipe de niveau Ligue des Champions. Et pour ça, ils investissent fort. Mais écoutez, on aimerait être en Ligue des Champions d'ici 3 ans. Spoil, ça marche pas, et les Girondins finissent 12ème en 2019-2020. C'est principalement lié à une mauvaise gestion et des mauvais choix sportifs qui mènent à des résultats bien en dessous des investissements. Bordeaux a accumulé un déficit de 60 millions en seulement 2 ans, et la masse salariale, elle, continue de monter. King Street, qui prête l'argent, se rend compte du bordel.
officiel, que GACP fait n'importe quoi et les dégage du projet. King Street se retrouve maintenant seul dirigeant du club, et commence peu à peu à vouloir quitter le navire. Et cette saison 2020-2021 s'annonce à la fois charnière et à la fois très compliquée. Les résultats miteux, la gestion questionnable couplée au Covid et au fiasco Mediapro, ça fait complètement déraper le budget de Bordeaux. Les joueurs sont vendus sans forcément être remplacés. Et Jean-Louis Gasset, l'entraîneur, fait comme il peut. Il essaie de choper des joueurs gratuits, des prêts, etc. Mais sans budget, c'est dur. Et en décembre, Bordeaux est 12e au classement. Le dérapage du budget ne sera clairement pas compensé par les résultats sportifs, et la DNCG est très inquiète. Pour passer le contrôle, King Street se voit obligé de réinvestir 40 millions d'euros dans le club. Et nos petits Américains, ça commence à leur péter les roubignoles. Eux, à la base, ils étaient là pour être rentables, pas pour financer un club à la dérive. Ils commencent à se rendre compte qu'un club de foot, c'est pas une simple entreprise, et que ça nécessite quelques compétences. Compétences qu'ils n'ont pas, et en avril 2021, King Street annonce qu'il cesse de financer le club. Autant vous dire que ça commence à sentir mauvais pour les Girondins. Ah oui, et je vous ai parlé du logo ? Pendant que le club sombre, Longue Épée, lui, ne trouve rien de mieux à faire que de changer le logo. L'identité du club est totalement bafouée. Et déjà que les supporters avaient du mal avec ce nouveau Bordeaux, le fossé entre club et tribune grandit encore. Et comme si c'était pas assez, au même moment, où il s'est passé beaucoup de choses en un mois, Bordeaux est 16e de Ligue 1, très proche de la zone rouge. À 6 journées de la fin, Jean-Louis Gasset le sait. Il ne s'agit plus de maintenir les Girondins en Ligue 1, mais de maintenir les Girondins en vie. Avec les lourdes dettes du club au scapulaire, Ligue 2 égale fin des Girondins. Et la course au maintien part mal, car Bordeaux enchaîne 2 lourdes défaites d'affilée, contre Monaco 3-0, puis contre Lorient 4-1. Les Girondins se donnent un peu d'air avec une victoire contre Rennes, mais replongent avec un 3-0 contre Nantes. Bordeaux ira chercher son maintien après un match mémorable contre Lens. Le club est maintenu en Ligue 1 et obtiendra même une 12e place après une victoire contre Reims. Si on prend un peu de recul, c'est triste de se réjouir d'une 12e place pour une équipe qui voulait s'installer comme un champion. Mais quand on voit l'état du club, c'est pas si mal. Cette 12e place permet de donner un peu d'oxygène au club, mais la bataille n'est pas gagnée. King Street ne finance plus le club, et Bordeaux a toujours une dette faramineuse, 65 millions d'euros. Bordeaux n'a plus de sous, et début juillet, la DNCG prononce la relégation administrative du club en première instance. Sans investissement ni repreneur, le dépôt de bilan est quasi assuré. Bordeaux est en train de mourir. Trouver un repreneur devient urgent, et avec les dettes que Bordeaux a accumulées, les options ne coulent pas. Le seul qui a les capacités financières pour sauver Bordeaux, c'est Gérard Lopez. C'est à la fois une bonne nouvelle, car Gérard Lopez arrive avec un plan et des garanties financières pour passer la DNCG, ce qui permet à Bordeaux de tenir encore un peu. Mais d'un autre côté, Gérard Lopez n'a pas la meilleure réputation dans le milieu du football. Il a même plutôt une réputation de merde. Ouais, disons que Gérard Lopez aime bien se baser sur des modèles très endettés, ce qui peut fonctionner mais ce qui est aussi très dangereux. Il a fait ça avec le LOSC, de 2017 à 2020, où il a été poussé vers la sortie après avoir accumulé une dette de plus de 400 millions d'euros. Il a également fait ça avec le Royal Excel Mouscron, un club belge qui a fait faillite et qui a perdu son statut pro seulement 2 ans après le rachat. Vous connaissez maintenant le bonhomme. Autant vous dire qu'à Bordeaux, on est à la fois soulagé d'éviter la relégation administrative, mais aussi très inquiet pour la suite. Dans tous les cas, il n'y a pas le choix. C'est soit la Ligue 1 avec Gérard Lopez, soit le dépôt de bilan et le retour en N3. Bon, déjà en arrivant, Lopez remet l'ancien logo, ce qui est apprécié des supporters. On va revenir au logo des Girondins de Bordeaux. Mais les choix techniques, eux, ne sont pas bons. Admar Lopez, le nouveau directeur technique, se foire complètement. Il entasse des individualités sans chercher de cohésion, et surtout les joueurs sont payés super cher par rapport à la moyenne en Ligue 1. Et ça, on va y revenir plus tard. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré les sous-performances de Bordeaux les années précédentes, la masse salariale, elle, continue d'augmenter. Forcément, sans résultat, la dette va s'accroître. Un pari risqué, et cette saison 2021-2022 est charnière pour les Girondins. Bordeaux a absolument besoin de résultats. Mais malheureusement, c'est pas ce qui va se passer. Bordeaux enchaîne les défaites et ne parvient pas à passer la 15e place. À la mi-saison, le club est 17e, juste devant la zone rouge. Et le mois de janvier sera le point de basculement. Rennes-Bordeaux, le pic de la déroute bordelaise. Les Girondins vont simplement prendre une raclée ce soir-là. Dans la surface, avec Benjamin Bourigeaud. Ironiquement, Gaëtan Laborde vient enfoncer le clou. Bordeaux à 10. De cette action, pour marquer, le Guérassi récupère la balle. Et jeu collectif de qualité. 6-0. Des scores qu'on voit rarement. Et 2 semaines plus tard face à Reims, Compliqué pour Stade de Reims, cette statistique, et pour l'instant, c'est un match de frappe limpide. Reims était 14e à ce moment-là. Bordeaux 17e. En fait, prendre des raclées ça arrive, mais prendre 2 raclées en 3 matchs et en plus contre un concurrent direct au maintien, ça fait très mal. Et encore une fois, le fossé se creuse entre club, équipe, supporters, en témoigne l'embrouille entre Costil et les Ultramarines. Les cadres comme Colsini ne portent plus vraiment le vestiaire et sont mis de côté. Les joueurs ne se battent plus, et des incidents extrasportifs arrivent dans le vestiaire. Un McDo à 350 € avant de prendre 6-1 à Lyon, les joueurs qui vont en boîte le soir de la relégation, et le 3ème gardien qui vole des chaussures et des sables dans le vestiaire pour les revendre sur Vinted, la déroute est totale. Et non, y a pas de vanne pour Vinted.
Beaucoup de joueurs sont en fin de contrat et veulent juste se barrer. Il n'y a plus aucune grinta dans le vestiaire. Et sans surprise, Bordeaux finit dernier de Ligue 1, encaissant 91 buts, un record dans le foot français. 12 ans après avoir régné sur la France, les Girondins sont officiellement en Ligue 2. En un an, tous les choix sportifs de Gérard Lopez se sont avérés désastreux. Et le problème avec ce mec, c'est qu'il se rate. Donc la dette se creuse, et du coup il redépense au mercato suivant. Et la dette continue de se creuser. Et maintenant, en plus d'être en Ligue 2, Bordeaux est toujours endetté à hauteur de 53 millions d'euros. Bon, je vous évite l'été sous haute tension avec la DNCG, les menaces de rétrogradation en national, tout ça. En gros, Bordeaux est en Ligue 2, encadré de très proche par la DNCG. L'objectif est clair, directement remonter en Ligue 1. Et ça part bien parce que Bordeaux est dans le top 3 pendant la plupart de la saison, et prend la deuxième place de la journée 24 à la journée 36. Ironiquement, cette saison sous restriction budgétaire mène à la meilleure saison des Girondins depuis la vente de M6, avec à nouveau un collectif soudé et le retour de l'ancrage local. Mais malheureusement, Bordeaux rate quelques moments clés de la saison. Bordeaux-Metz, 15 avril 2023. En cas de victoire, les Girondins prendront une avance plus que confortable sur Metz. Le match est plutôt équilibré, mais le tournant arrive à la 40e minute. C'est bien fait par-dessus, peut-être poussant, découpé. À 10 contre 11, Bordeaux s'écroule en quelques minutes. Et encore une fois, une frappe. Le propriétaire de ce ballon, Mikko Tadze. Enroulé, Mikko Tadze encore, Mikko Tadze toujours. Metz s'impose 3-0 et est désormais à un petit point des Girondins. Bordeaux est toujours second, mais vient de rater l'occasion de prendre une avance sérieuse. On va faire un petit bond à la 37e journée. Bordeaux est toujours second avec 3 points d'avance sur Metz et se déplace sur la pelouse d'Annecy. Et malheureusement, c'est Annecy qui ouvre le score. Déborde sur le côté gauche. Bordeaux se bat et essaie de revenir, mais n'y arrive pas. Balle dégagée avec cette frappe encore Escalès. Metz reprend cette deuxième place à la différence de but. La dernière chance pour Bordeaux, elle est contre Rodez. Et c'est 42 000 personnes qui se déplacent au stade pour le dernier match du club. Bordeaux doit absolument gagner pour espérer monter. Mais malheureusement, c'est Rodez qui ouvre le score. Du 1-1, attention, ce ballon deuxième. Et le buteur décide de faire une célébration provocante, ce qui va rendre fou les supporters bordelais, qui vont descendre sur le terrain pour bousculer le joueur. Et le joueur de Rodez reste au sol. Le match est arrêté et ne sera jamais repris. La Ligue considère Bordeaux responsable de cet incident, et le match sera arrêté sur le score de 1-0 pour Rodez. Bordeaux reste 3ème, synonyme d'une deuxième saison en Ligue 2. Et la spirale négative va continuer de s'abattre sur le club. Lopez prévoyait de remonter cette saison et de toucher les recettes liées à cette montée. Mais comme vous vous en doutez, les recettes n'arriveront pas. Bordeaux est rongé par les dettes et le plan de financement du club est recalé par la DNCG. Plus bactère, le club est très proche du dépôt de bilan. Lopez réinjecte 38 millions sous forme de prêt d'action. En plus de ça, il négociera l'abandon des dettes. En gros, il dit à King Street, venez, je vous dois plus de sous. Et ça marche parce que King Street accepte et la dette passe de 53 à 13 millions. Autant vous dire que l'abandon des dettes et l'injection du capital, c'est pas un move qui peut être fait toutes les saisons. On peut même dire qu'il s'agit du dernier move de Lopez pour sauver les Girondins. Bordeaux n'a plus le choix. Lopez a battu ses dernières cartes et maintenant, la remontée est vitale pour le club. 2023-2024, le démarrage est poussif et Bordeaux perd directement des matchs importants, comme face à Auxerre. Il sait se montrer dangereux sur coup de pied sur laquelle de contre-attaquer, complètement coupé en deux qui vont laisser des espaces. Et les matchs suivants poursuivront cette irrégularité. Bordeaux gagne, puis perd, puis fait un nul, puis recommence. Et en décembre, les résultats du club sont clairs. Ils ne remonteront pas. Le club doit repasser devant la DNCG pour montrer comment ils financeront une nouvelle saison sans résultat. Lopez promet l'arrivée d'un partenaire financier qui n'arrivera jamais. Cette fois, c'est fini. Le club n'a plus d'argent. 94 millions de dettes et personne pour les boucher. Cette saison-là, Bordeaux finit 12ème de Ligue 2, mais ça on s'en fout parce que tout s'accélère. À la fin de la saison 2023-2024, Bordeaux est rétrogradé en national et perd son statut professionnel. Le club se déclare en cessation de paiement et le centre de formation est fermé. La dernière option pour ne pas mourir, c'est de passer en redressement judiciaire. Ça permet de protéger les créanciers pendant un moment, de maintenir l'activité du club, mais aussi d'attirer de nouveaux investisseurs. Le problème, c'est que quand un club passe en redressement judiciaire, il est obligatoirement rétrogradé d'une division. Mais pas le choix, c'est soit ça, soit la fin du club. Bordeaux est relégué en National 2. Il y a 15 ans, ils étaient la meilleure équipe du pays, et aujourd'hui, ils sont en 4ème division française. Bordeaux, c'est un club historique qui a formé des joueurs comme Giresse, Lizarazu, Zidane ou encore Koundé et Tchouaméni plus récemment. Un palmarès impressionnant, mais même plus pro aujourd'hui. Quand un club est détruit comme ça, faut pas oublier qu'il emporte avec lui des employés et des familles. Et surtout le centre de formation qui ferme quand un club n'est plus pro. Du jour au lendemain, des dizaines de jeunes du centre de formation de Bordeaux disent adieu à leur rêve de devenir pro. Et le pire, c'est qu'ils l'ont appris par la presse, même pas par le management. Bref, une situation terrible pour un club qu'on aura vu dans le top de la Ligue 1 pendant plusieurs années.
Bon, quelle suite pour Bordeaux? Le club va mieux qu'en 2024, mais reste toujours fragile. Toujours en N2, la masse salariale est sous contrôle et un plan est à respecter sur plusieurs années. Le club n'est clairement pas tiré d'affaire, mais plutôt dans un sursis structuré. On ne parle plus de remonter en Ligue 1, mais de reconstruire des fondations solides. Juste pour votre information, Gérard Lopez a racheté en 2021 le club de Boavista, qui évoluait alors en première division portugaise. Et seulement 4 ans après, le club a déclaré faillite en 2025, a perdu son statut pro et évolue maintenant en 5e division portugaise. Voilà, 3 clubs sont devenus amateurs sous Gérard Lopez. Peut-être que la gestion calme, sans vagues et sans risque de M6 était pas si mal finalement. Quand on parle de Bordeaux en National 2, on doit évidemment parler des joueurs qui sont venus aider le club comme Andy Carroll ou Yanis Mergi, mais aussi des gens comme Rio Mavuba et Paul Baïs qui sont venus pour aider le staff. Bref, tout est en place pour sauver Bordeaux. Et surtout, les supporters sont de retour. Ils sont vraiment là pour soutenir leur équipe. Et tant qu'il y a des supporters, un club ne meurt jamais. Bordeaux et Lyon, c'est des situations très similaires. Une dette qui s'accumule, le propriétaire sain qui doit vendre à un nouveau propriétaire qui est pas forcément là pour les bonnes raisons. Et surtout pas forcément compétent. Et quand on voit ce qui s'est passé à Bordeaux, on peut se dire que Lyon est vraiment pas passé loin de la catastrophe. Et en France, attention, il y a d'autres clubs qui pourraient mal tourner. Je pense surtout à Strasbourg où la multipropriété commence à poser problème, mais il y a d'autres clubs concernés. Le Red Star, Lorient et Toulouse par exemple. J'espère que j'aurai pas de vidéo à faire sur d'autres clubs français. Encore une fois, un palmarès et un nom ne protègent pas de tout. Et quand la confiance se brise entre vestiaire, direction et supporters, la pente devient glissante. La passion souvent lâchée pour des profits, des clubs familiaux transformés en actifs, mais la ferveur, elle, ne se vend pas. Une couleur, un écusson, un peuple. Le marché peut tout coter, sauf le frisson d'un chant qui soulève la ville. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première d'une série retraçant la chute de plusieurs clubs de Ligue 1. Donc abonne-toi pour pas rater les suivantes. Je vous dis à dans 10 jours, si tout se passe bien, il y a une vidéo de fou qui sort. J'ai pas commencé à la préparer donc en vrai je sais pas encore, mais normalement c'est une vidéo de fou. En attendant, il y a une vidéo qui retrace l'histoire de la carrière de Dembélé et surtout sa saison au Ballon d'Or. Et une vidéo qui retrace l'histoire du PSG en Ligue des Champions et comment 2025 a été une saison de fou. Donc régalez-vous, abonnez-vous et nous on se dit à la semaine prochaine. Bisous!